Alors notre conviction, elle aurait pu être résumée dans une phrase de l'historien Théodore Zeldin. Je rappelle que c'est notre grand parrain qui nous rejoindra au cours de cette année. Il a dit beaucoup de choses, mais il a notamment dit que c'est par la relation entre une personne et une autre que l'on change le monde. Bonjour à tous, merci, je suis heureux de vous accueillir pour cette deuxième séance des rendez-vous Avenue Centrale en sciences humaines. Alors bienvenue chez vous et bienvenue pour la première d'Avenue Centrale rendez-vous en sciences humaines. Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour ces cinquièmes rendez-vous Avenue Centrale. Alors constatez d'abord que le rendez-vous s'installe petit à petit dans le paysage du campus, voire dans le paysage grenoblois. Et puis en venant un petit peu en arrière, je me suis rendu compte que le monde avait beaucoup changé depuis qu'on avait démarré ces rendez-vous tous les 3 semaines. Je vous rappelle quand même, on avait démarré avec Yves Citon sur l'archéologie des médias. Ensuite, on a entendu Stéphane Chanclan sur l'art et le territoire. Lou Bernard sur les humanités numériques avec un débat assez animé. Rappelez-vous, distribution de tracts sur la question du numérique. La dernière fois, Ilos Kotsu sur bonheur et lucidité, un vrai moment de bonheur. Aujourd'hui, nous recevons Charles Ramon. Donc, vous êtes philosophe, professeur à l'Université de Paris 8, Vincennes-Saint-Denis. Vous auriez été vu récemment sur Arte, m'a-t-on dit. Vous avez beaucoup écrit sur Derrida, Deleuze, Descartes, Spinoza et René Girard, politique aussi, dans revue récente. Donc merci à vous d'être là parmi nous. Alors le titre de votre intervention, c'est peut-on se fier au sentiment d'injustice, sous-titré pour une lecture critique de la philosophie des sentiments moraux. Alors premier constat, les sentiments moraux ont envahi le champ médiatique et politique. La colère, le mépris, la honte, mais aussi une demande de respect, une demande de reconnaissance. Alors, j'ai regardé un petit peu la presse des derniers jours et une fois qu'on a une clé d'entrée, on ne peut plus s'en passer et j'avais l'impression de relire la presse à partir de votre clé d'entrée et ces fameux sentiments moraux. Deuxième constat, parmi ces sentiments, il y a le sentiment d'injustice qui occupe une grande place. 2 citations peut-être décalées par rapport à l'actualité sur ce sentiment d'injustice comme un possible moteur en tout cas. D'abord une citation fantaisiste et plutôt fataliste sur l'injustice. Je ne sais pas si parmi vous certains se souviennent de ce personnage de bande dessinée de Calimero dans notre enfance qui répétait avec un air effondré « c'est trop injuste ». Voilà, donc ça c'était la version un petit peu fataliste. Il y en a une deuxième plus offensive, un petit peu assez récente, mais datant de novembre. Pendant la conférence environnementale, le Premier ministre Manuel Valls nous disait qu'il fallait chercher à mobiliser en termes d'environnement, et il avait dit en fait qu'il y avait un risque que l'injustice environnementale s'ajoute à l'injustice sociale. Sous-entendu, bien sûr, si on ne fait rien. Alors au-delà, vous dites qu'en philosophie politique, ces sentiments ont pris la place de l'intérêt dans l'explication des conduites humaines. On a celles et ceux qui, ici, se trouvent au sein de l'université, ont beaucoup, naturellement, travaillé plutôt sur la notion de l'intérêt. Alors la question qui se pose et que vous allez explorer autour de votre exposé, c'est pourquoi devrait-on faire confiance à des sentiments moraux? Vous expliquez que ce n'est peut-être pas la meilleure clé d'entrée au départ. Est-ce qu'on doit se laisser gouverner par eux? Et peut-on effectivement, comme votre titre le propose, se fier au sentiment notamment d'injustice? Voilà quelques-unes des questions que vous vous proposez d'explorer avec nous. Voilà, à vous Charles Ramon, en vous remerciant une nouvelle fois d'être parmi nous. Bien,
Merci beaucoup. Je remercie évidemment Laurent Bègue et la Maison des Sciences de l'Homme Alpes de m'avoir invité et évidemment d'avoir réuni un public aussi conséquent pour la séance d'aujourd'hui. Donc, puisque vous avez fait une sorte d'introduction nommant certains de ces sentiments moraux et que donc maintenant les gens voient à peu près de quoi il s'agit, l'indignation, le sentiment d'injustice, le respect, la colère, la honte. Je ne vais pas revenir sur cette petite introduction de présentation que je voulais faire. Je vais entrer directement dans le vif du sujet. Donc, les sentiments moraux, qui sont une matière très travaillée actuellement en philosophie, mais je n'ai pas le temps de dire plus parce que sinon ça serait trop long, tirent leur force de leur dimension auto-attestative. C'est-à-dire que ce sont des occasions d'une sorte de cogito moral, c'est-à-dire qu'ils affirment leur existence avec une évidence presque invincible. C'est un cogito moral souvent renouvelé, accompagné d'émotions ou d'affects particulièrement vifs, donc difficiles à récuser ou à contester. Ils sont des lieux de certitude collective autant qu'individuelle. Nos sociétés valorisent les mythes illustrant le surgissement de la légitimité, par exemple, du sentiment du juste et du bon face à l'aspect parfois insuffisant ou déplorable de la légalité. Alors, je peux faire référence ici aux figures bien connues de Antigone, de Jeanne d'Arc ou de Gaulle, qui sont donc des figures fondatrices dressées avec conviction et absolue certitude contre certains états des choses et sachant faire triompher une idée du juste, momentanément oubliée de leurs contemporains. La mythologie américaine montre aussi souvent l'affrontement de la loi et de la justice, ou encore, dans certains westerns, l'affrontement du juge et du justicier sont des figures bien connues. Quelles que soient donc les lois positives, certains comportements se voient ainsi d'abord auto-justifiés, puis généralisés à des groupes sociaux entiers par référence directe à une moralité transcendante, illuminante, qui ne souffre aucune forme de négociation, de discussion ou même d'argumentation. Par exemple, la révolte de Rosa Parks contre la ségrégation raciale. Le juste et l'injuste font d'ailleurs partie des notions les plus respectables, les plus nobles et les plus anciennes de la philosophie. La référence à des sentiments moraux posait néanmoins à la réflexion de nombreux problèmes qui m'ont peu à peu incité à reconsidérer leur valeur morale, quelque sacrilège que parut l'entreprise. Il y avait d'abord un déficit démocratique. Le sentiment moral signalait ou désignait toujours une aristocratie, une lucidité supérieure de prophète ou de chef. Pourquoi telle personne voyait-elle si clairement ce que les autres ne voyaient pas? D'où lui venait cette suprématie? Pourquoi aurait-il fallu l'écouter plutôt qu'une autre? Qui trancherait en cas de conflit entre cette vision auto-attestée et auto-attestante et la vision contraire? Pourquoi le militant ou le sociologue aurait-il su mieux que l'ouvrier ce que l'ouvrier vivait, sentait, ressentait, subissait, pensait et devait dire? Cela me semblait, comme à d'autres auteurs, on peut penser par exemple à Jacques Rancière ou à Bruno Latour, pour citer des auteurs auxquels je m'intéresse, à la fois outrecuidant, méprisant et peu vraisemblable. Ensuite, il y avait un problème de violence. Les sentiments moraux, par leur auto-attestation, se présentaient comme incontestables, indiscutables, supérieurs à toute convention. De ce fait, ils poussaient à sortir du champ de la discussion pour entrer dans celui de l'affrontement. Plus j'y réfléchissais, plus les sentiments moraux m'apparaissaient ainsi, pour l'essentiel, comme autant d'auto-légitimation de la violence, et quelle que fût par ailleurs la valeur ou la noblesse des causes qu'ils prétendaient soutenir. Le combat pour la dignité des femmes, par exemple, appuyé sur d'excellentes certitudes morales, pouvait conduire aussi bien à leur permettre qu'à leur interdire ou à leur imposer certaines tenues vestimentaires. Et le sens de la justice pouvait tout aussi bien conduire un juge à libérer un assassin qu'une foule à demander sa mort. Or, il me semblait, dans le prolongement d'une longue tradition, et à la suite aujourd'hui des analyses de René Girard, que l'assèchement des sources de la violence faisait partie des tâches de la philosophie. Le sentiment d'injustice provient le plus souvent de la perception d'une rupture dans un contrat mimétique, qu'il ait été ou non formulé. Or, les mots « moi aussi » sont les premiers mots du sentiment d'injustice et du retour au mimétisme, à terme, à la rivalité et à la violence. Enfin, le recours aux sentiments moraux entraînait d'étonnantes régressions. Comment pouvait-on ne pas être surpris, par exemple, du tournant moral du marxisme de l'école de Francfort, Axel Honneth en tête, dont l'ouvrage La lutte pour la reconnaissance de 1992 indiquait explicitement en sous-titre qu'il s'agissait d'une grammaire morale des conflits sociaux.
Le fait de mettre les sentiments moraux, et notamment le désir de reconnaissance, au-dessus de toute revendication matérielle exprimée en termes de conflit d'intérêts, autorisait en effet des rapprochements inattendus entre ce marxisme moral et les thèses libérales de Francis Fukuyama, les uns comme les autres faisant du désir de reconnaissance l'explication ultime de l'histoire du monde, dans un esprit qui ressemblait aux premières justifications coloniales lorsqu'on envahissait les peuples sauvages sous le prétexte de leur apporter, avec la civilisation, la moralité, la piété, la justice, en un mot les vraies valeurs qui leur étaient demeurées étrangement inconnues. Parmi tous ces sentiments moraux, l'un des plus virulents et des plus intuitivement évidents et des moins susceptibles d'être mis en doute était le sentiment d'injustice ou sentiment de l'injustice, pendant négatif du sens de la justice qu'on trouve chez le philosophe américain Rawls. Et ce sens de l'injustice, ce sentiment de l'injustice apparaît chez Rousseau par exemple, mais aussi chez Adam Smith. Enfin, il y a toute une tradition au XVIIIe siècle sur laquelle je ne m'attarde pas. Ce sentiment de l'injustice, particulièrement propice à une perspective naturalisante sur la moralité, semble en effet attesté non seulement chez les adultes, mais déjà chez les enfants et même chez les animaux. Outre l'expérience de l'injustice dans le film de Truffaut sur l'enfant sauvage de l'Aveyron, on a fait récemment avec des singes des expériences tout à fait frappantes à ce sujet, que je pourrais vous raconter si ça vous intéresse et si vous ne les connaissez pas déjà. Donc on tenait là un sentiment moral indiscutable, facile à identifier, présent sans aucune éducation morale depuis la toute petite enfance et même chez l'animal. Un sentiment qui plus est, susceptible de faire progresser les choses dans la politique comme dans la morale, en dressant opportunément ses possesseurs contre les lois injustes de toute nature. C'était pratiquement un point d'appui archimédien. Donnez-moi le sentiment d'injustice ou l'indignation et je transformerai le monde. Et cependant, si nobles soient les indignations et si justes les causes qu'elles servent depuis si longtemps, on doit reconnaître que ces notions demeurent indécises et en constante dispute. La pierre de touche du juste et de l'injuste, sans doute la véritable pierre philosophale, n'a toujours pas été trouvée. Injuste signifie le plus souvent une disqualification vague. Il est impossible, par exemple, de savoir si certaines modalités de vote, à la proportionnelle, à 2 tours de scrutin majoritaire, à un seul tour comme en Angleterre, sont plus justes ou moins justes que d'autres. La même incertitude se retrouve en ce qui concerne les impôts, directs, indirects, progressifs. Sur le capital, sur le travail, sur l'héritage. Impossible de dire lesquels seraient les plus justes, ou du moins c'est l'objet de controverses impossibles à trancher. Nos lois autorisent certaines discriminations. L'âge du droit de vote, les mises en quarantaine en cas d'épidémie, les différences de traitement entre nationaux et étrangers, la séparation des sexes dans les toilettes publiques ou encore dans la plupart des sports, sauf l'équitation et la voile à ma connaissance. Ces discriminations sont-elles justes ou injustes? Nous ne dirions probablement ni l'un ni l'autre. Et cependant, malgré les démentis de l'expérience commune que je viens d'évoquer, la conviction demeure généralement en nous que nous pouvons avoir accès à une certitude absolue, intime, sentimentale, émotionnelle et en cela même indiscutable sur la dimension juste ou injuste de certains comportements ou de certaines situations. Chose étrange, car en général, nous n'accordons pas une telle confiance à ce qui, en nous, est à ce point émotionnel. J'en suis donc venu à entreprendre des recherches sur la réalité et le domaine de validité du sentiment d'injustice. Et pour cela, donc je vous raconte une recherche qui vient d'avoir lieu et qui est en cours, qui est en cours d'achèvement. Pour cela, je me suis peu à peu tourné vers la chanson populaire. La chanson populaire, en effet, est la voix des passions ordinaires universelles. Elle construit les scénarios et donne les mots de nos émotions et de nos sentiments. Elle nous touche dès la petite enfance et nous ne l'oublions jamais. Elle est en cela une source première d'expression des émotions et des affects individuels et communs. Si le sentiment d'injustice était un affect universel depuis l'enfance, alors on devait en trouver abondamment dans la chanson populaire. Elle devait nous présenter les scénarios de l'injustice, et ses diverses formes, les divers sentiments ou affects qu'elle entraînait en chacun de nous. Elle devait nous apprendre à la reconnaître, nous aider à la dénoncer ou à la combattre. J'ai donc travaillé pendant plus d'1 an avec l'aide d'une étudiante qui aujourd'hui enseigne la philosophie et la littérature aux États-Unis. Nous avons recensé toutes les chansons populaires dans le domaine de la chanson française seulement, car il faut une oreille native pour apprécier toutes ces nuances de ces poésies. Les chansons populaires, c'est-à-dire célèbres, bien vendues, souvent chantées,
en procédant du plus facile au plus difficile, c'est-à-dire des chansons populaires enfantines, où l'on avait le moins de chances de trouver du sentiment d'injustice, jusqu'aux chansons où on aurait dû le trouver partout, hein, les chansons révolutionnaires, les chansons de résistance, en passant par les chansons sentimentales, de l'amour malheureux et des disgrâces, le rap et les chansons engagées. Dans tous les cas, il s'agissait de mesurer dans quelle mesure et selon quelle modalité les chansons populaires nous fournissaient les mots, les situations, les scénarios, nous permettant d'exprimer, développer et enrichir cet affect si puissant, si naturel, si universel. Le résultat de cette enquête minutieuse, complète, et réalisée avec toute l'objectivité possible, sans jamais chercher à masquer la moindre trace de sentiment d'injustice dès lors qu'elle semblait présente dans telle ou telle chanson, est donnée dès la première ligne et la première page de l'enquête réalisée et qui est en cours de parution. Je cite, ouvrez les guillemets et ouvrez les italiques. On ne trouve pas de sentiment d'injustice dans la chanson populaire. Telle est la conclusion, presque incroyable à leurs propres yeux, à laquelle ont été obligés de se rendre les auteurs de la présente enquête. Rien, en effet, n'aurait dû être plus présent que le sentiment d'injustice dans la chanson populaire. Les thèmes principaux des chansons populaires sont l'amour impossible, la tromperie, les disgrâces, de la laideur, de la vieillesse, du temps qui passe, mais aussi la dénonciation des plaies sociales, comme le racisme ou l'homophobie, mais aussi l'absurdité monstrueuse des guerres ou du système économique, libéral, colonialiste, impérialiste, polluant. De ce fait, des comptines traditionnelles aux chansons révolutionnaires, en passant par les multiples formes des chansons engagées, l'injustice et le sentiment d'injustice auraient dû apparaître à chaque instant dans les chansons populaires. Mais on constate exactement le contraire. L'injustice y est rarement présente, l'expression sentiment d'injustice, jamais. Fin de citation. Ce résultat tout à fait sensationnel, que dans mes moments d'hubris ou d'orgueil, j'ai tendance à comparer à celui de l'expérience fameuse de Morley et Michelson, voyant obstinément fixer à zéro les compteurs qui auraient dû leur indiquer la vitesse instantanée du vent des terres dans lequel était censé se déplacer notre Terre. Donc ce résultat a été en effet invariablement confirmé, ou pour parler en termes plus paupériens, s'est révélé invariablement impossible à infirmer, quels que soient les domaines abordés de la chanson populaire. Dans les chansons traditionnelles et enfantines, première partie de l'enquête, la probabilité de trouver l'expression d'un sentiment d'injustice était faible. Ces chansons, en effet, n'ont généralement pas pour fonction de mettre en cause la société, mais sont souvent au contraire des préparations à l'ordre social, comme par exemple Sur le pont du Nord, un peu à la manière de contes comme La Belle et la Bête ou Barbe Bleue, propédeutiques à la vie maritale. De fait, on ne trouvait pas de sentiment d'injustice dans ce registre. Cela allait même au-delà. Les deux chansons françaises les plus populaires, Au clair de la lune et J'ai du bon tabac, avaient pour sujet explicite un ordre des choses injustes et joyeusement assumé. J'ai du bon tabac, tu n'en auras pas. Les chansons de l'amour malheureux et des disgrâces, deuxième partie de l'enquête, constituent le registre populaire par excellence de la chanson sentimentale, de l'amour malheureux, on peut penser à Brel, Ne me quitte pas, du mal de vivre, Souchon, Allô maman bobo, ou de la laideur, Gainsbourg, La beauté cachée des laits. Cette question de la laideur, véritable injustice naturelle, étant le thème de la pièce populaire qu'est Cyrano de Bergerac. Ou encore de la vieillesse, Aznavour, La Bohème, Léo Ferré, Avec le temps. Des morts précoces, et par-dessus tout du viol de l'enfance, Pierre Perret, T'en fais pas mon petit loup. Dans aucun de ces registres, pourtant propices à la dénonciation d'inégalités ou d'injustices naturelles, on ne trouve ne serait-ce qu'une seule fois une telle dénonciation, ou même l'évocation d'une injustice. Cyrano refuse absolument, au moment de mourir, de prononcer le mot injustice que son ami Lebray attend de lui pour qualifier son physique et son destin. Dans ses toutes dernières paroles à Roxane, par une sorte de réconciliation, rédemption, provocation ultime, il va jusqu'à déclarer y voir la marque d'une justice supérieure. Je cite, « Vous souvient-il du soir où Christian vous parla sous le balcon ? Eh bien, toute ma vie est là. Pendant que je restais en bas, dans l'ombre noire, d'autres montaient cueillir le baiser de la gloire. C'est justice. Et j'approuve au seuil de mon tombeau, Molière a du génie et Christian était beau. » Fin de citation. Je ferai volontiers l'hypothèse que la popularité extraordinaire de la pièce tient en partie à ce refus par Cyrano des catégories de justice et d'injustice. Nous retrouverons un peu plus loin une hypothèse comparable à propos de la popularité de Brassens. Le rap, troisième partie de l'enquête, semble être le lieu naturel de la dénonciation de l'injustice, puisque la plupart de ses auteurs ont vécu et subi l'inégalité des chances. Hayam, né sous la même étoile.
L'absence de tout sentiment d'injustice dans le rap, même dans les plus violentes chansons que nous avons pu recenser, a donc été une découverte particulièrement frappante, inattendue, surprenante. Ce riche domaine demandait une analyse approfondie et détaillée, dans laquelle ont été passées en revue systématiquement les chansons les plus propices à l'apparition d'un tel sentiment, de IAM à Kenny Arcana, en passant par NTM et un très grand nombre d'autres chanteurs, chanteuses et groupes. C'est pas vraiment ma spécialité, mais j'ai fait le boulot. Il est impossible d'entrer ici dans le détail. On ne peut que donner une idée générale de certains positionnements du rap qui empêchent peut-être l'apparition en lui de l'expression ou de la formulation d'un sentiment d'injustice. Dans le rap, les inégalités sociales sont connues, décrites, bien présentes. On ne peut donc pas invoquer, pour y expliquer l'absence de toute mention d'injustice ou de sentiment d'injustice, les explications habituelles par le dressage et l'inconscience de l'enfance ou par l'abrutissement du peuple par l'industrie culturelle. Pour autant, la perception de l'inégalité sous ses formes variées ne s'accompagne pas dans le rap d'un sentiment d'injustice parce que l'idéologie la plus communément répandue y est une idéologie de combat, de violence, de domination. Il ne s'agit pas tant d'obtenir la justice ou l'égalité pour tous que de renverser les rôles, de profiter des inégalités au lieu de les subir. Avec le succès viendront les vêtements les plus chics, les voitures les plus chères, les femmes les plus sexy. L'idéologie libérale et consumériste, mais aussi, de façon peut-être inattendue, mais très présente, l'adhésion à la méritocratie et le refus adulte de se plaindre font sans doute obstacle dans le rap à la naissance du sentiment d'injustice, toujours soucieux d'égalité et de redistribution. Les chansons engagées, quatrième partie de l'enquête, ont par définition une dimension de critique sociale. Ce registre regroupe la dénonciation de l'homophobie, Renaud, petit PD, du sort fait aux femmes, Zazie, aux armes citoyennes. Je cite un exemple à chaque fois, évidemment, il y en a bien d'autres, hein, ces exemples, simplement des exemples. Du racisme, Pierre Perret, Lily, Nougaro, Armstrong. Du mépris social, Souchon, Foule sentimentale. Et l'engagement humanitaire, Jean-Jacques Goldman, la chanson des Restos du Cœur. Pour ne donner qu'un aperçu très rapide d'un terreau particulièrement favorable à l'éclosion d'une dénonciation de l'injustice. Or, si nombre de ces chansons sont émouvantes, efficaces, généreuses, s'il leur arrive de mettre en place les thèmes ou les scénarios de l'injustice sociale ordinaire, elles ne donnent jamais au public, à quelques rarissimes expressions près, les mots pour la dire ou pour la dénoncer. Phénomène, encore une fois, surprenant et frappant. Enfin, dans la cinquième partie de l'enquête, nous avons analysé les chansons révolutionnaires les plus célèbres. Ah ça ira, la Marseillaise, l'Internationale, mais aussi les chansons associées à des révolutions sans être en elles-mêmes révolutionnaires. Le temps des cerises, ou encore les chansons sur les morts en masse de la Première Guerre mondiale, La Butte rouge, paroles de Montéus, musique de Georges Crier, et sur les déportations de la Seconde, Nuit et brouillard de Jean Ferrat. Ou encore les chansons liées à la résistance, le chant des partisans, ou à la désertion, Boris Vian, le déserteur, ou à l'erreur judiciaire, John Baez, puis Georges Moustaki, Nicolas Hanbart. Là encore, ce ne sont que des exemples bien sûr, hein, dans des situations pourtant particulièrement propices, quelque chose faisait toujours obstacle à l'apparition ou à la mention de l'injustice. Cela pouvait être la dimension trop positive et martiale d'un chant révolutionnaire, tourné vers des lendemains qui chantent, bien sûr, donc vers le bonheur futur plutôt que vers des injustices passées, comme dans la Marseillaise ou l'Internationale, significativement écrite au futur. Hein, l'Internationale sera le genre humain. L'obstacle à l'expression de l'injustice pouvait encore venir de la dimension fataliste, douce, amère, d'une méditation sur les cycles de la nature et de l'amour, impropre à la dénonciation de ce qui était au fond accepté, je pense au temps des cerises. Ou encore, paradoxalement, cet obstacle pouvait venir de l'atrocité des situations évoquées, pour laquelle la notion d'injustice, trop faible, n'aurait même pas été appropriée. On peut penser à La Butte rouge ou à Nuit et brouillard. Bref, les scénarios de l'injustice et de sa dénonciation, les mots eux-mêmes, toujours attendus, étaient là encore toujours évités. Donc l'enquête sur le sentiment d'injustice dans la chanson populaire m'a ainsi reconduit à la mise en cause du sentiment d'injustice, non seulement de sa fiabilité, mais de son existence même, tant son domaine de validité s'y était vu rétrécir comme peau de chagrin. Cette absence du sentiment d'injustice dans la chanson populaire nous aidait en effet, nous retournant vers lui, à mieux apercevoir les fissures qui le parcouraient de part en part. Le sentiment d'injustice est-il un sentiment enfantin égoïste, Calimero, ou mature altruiste, le militantisme?
Bien souvent, les discours militants s'appuyaient contradictoirement sur l'universalité enfantine du sentiment en question, sans voir qu'il y avait là contradiction. Absent de la chanson populaire, le sentiment d'injustice était abondamment présent dans le discours des militants, des sociologues, des journalistes, des porte-paroles variés et autoproclamés du peuple, qui, en l'occurrence, déformaient ou plutôt inventaient de toutes pièces, parfois dans l'analyse précise de certaines chansons, les mots qui n'y étaient pas présents, à la manière de Knock inventant la maladie pour mieux la guérir. Comme si le peuple, outre la chanson populaire, avait encore besoin de porte-parole. Par ailleurs, n'y avait-il pas contradiction à trouver l'injustice insupportable lorsqu'on en était victime, ou qu'on estimait que d'autres en étaient victimes, et à ne pas souffrir lorsqu'on en profitait? Socrate, déclarant dans le dialogue de Platon le Criton qu'il valait mieux subir l'injustice que la commettre, était tenu pour une exception dans l'humanité. Les autres hommes ne souffraient que de l'injustice subie. Qu'était donc devenu ce sentiment infaillible et brûlant? D'un seul coup, il était étouffé, presque imperceptible. La douleur qui lui était liée avait disparu. Tout cela était incohérent. Il m'a semblé plus logique de conclure que le sentiment d'injustice était une illusion affective, comme il existe des illusions de pensée ou des illusions des sens, particulièrement signalées par l'absence de son expression dans la chanson populaire. Bien des arguments supplémentaires allaient dans ce sens, je n'en donnerai ici qu'un seul, particulièrement significatif à mes yeux. Les chansons populaires peuvent être très engagées sur le plan anthropologique ou existentiel, sans l'être sur le plan social. Dans l'esprit de la bohème, dans l'anarchisme que déploie par exemple Brassens, la pauvreté et la marginalité sont assumées et revendiquées, et nullement des tares sociales à supprimer. Brassens a acquis une popularité sans égale, parce qu'il est une figure christique, comme le montrent nombre de ses chansons, et notamment bien sûr l'Auvergnat. Or, la position christique, me semble-t-il, est antinomique avec une perception du monde selon la justice et l'injustice. Cela expliquerait d'ailleurs à mes yeux et l'immense popularité de Brassens et l'absence de sentiment d'injustice dans la plupart des chansons populaires en terre chrétienne. La démarche constante du Christ est en effet de rebuter en chacun de nous l'exigence de justice, si l'on entend par là la proportionnalité des actions et de leurs récompenses, ou l'égale rétribution des travaux et des mérites. C'est le sens de la célèbre parabole, célèbre entre toutes, de l'ouvrier de la 11e heure, que je ne vous lirai pas parce que j'ai pas le temps, mais je pense que tout le monde la connaît. Il s'agit d'ouvriers auxquels le Christ donne le même salaire, bien qu'ils aient fait travailler le premier depuis la première heure et le dernier depuis la 11e heure. Et donc, ils n'ont pas travaillé le même temps, mais ils sont pourtant payés de la même façon et ils s'indignent. Donc, je commente la scène. La scène est la nouvelle loi, la loi du Christ, parce que cette parabole, évidemment, est une métaphore de la nouvelle loi, est clairement ce que nous appellerions une injustice. Elle ne donne pas à travail égal, salaire égal. La scène dans les évangiles est à ce point soulignée qu'aucune ambiguïté ne demeure sur le sens à lui accorder. Les ouvriers ont reçu le même salaire, un denier, pour des horaires de travail inégaux. Ils murmurent, dit le texte. Ils se plaignent de ce que les derniers embauchés n'ont pas été traités à l'égal d'eux-mêmes. Ils sont conscients de l'injustice qui leur est faite et en souffrent. Si l'expression de sentiment d'injustice devait s'appliquer à une situation par excellence, ce serait celle qu'ils sont en train de vivre. Or, le Christ non seulement ne montre aucune compréhension à leur égard, ou à l'égard de leur interprétation de la scène en cours, mais donne à sa rebuffade une évidente portée pédagogique. En effet, la formule qui conclut cette parabole, hein, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers, n'a pas pour fonction d'établir une juste compensation, mais de bafouer la notion même de juste répartition. On pourrait en effet être tenté de voir dans la formule une promesse faite par le Christ. Ceux qui ont été les derniers sur terre, c'est-à-dire les pauvres, les petits, les faibles, seront les premiers au ciel, c'est-à-dire seront sauvés. Et en revanche, ceux qui ont été les premiers sur terre, les rois, les puissants, seront les derniers au ciel, c'est-à-dire ne seront pas sauvés. On aurait alors une formule à la fois compensatrice et symétrique. Mais la parabole ne peut en aucune façon avoir ce sens. Les ouvriers, qu'ils soient de la première ou de la 11e heure, sont tous des ouvriers. Il n'y a pas parmi eux des puissants et des faibles. Ceux qui sont les premiers sont désignés ainsi tout simplement parce qu'ils sont venus travailler avant les autres, plus tôt dans la journée. De ce fait, le message du Christ veut dire que, quel que soit le moment où on s'approche de la demeure du Père, qu'on le fasse tôt ou tard, on aura le même salaire, c'est-à-dire qu'on sera sauvé. Et par conséquent, la parabole de l'ouvrier de la 11e heure, bien loin d'établir une loi de symétrie ou de compensation entre les efforts faits et leurs récompenses, installe une loi de dissymétrie, à proprement parler une loi d'injustice.
selon laquelle ceux qui auront fait peu d'efforts dans la bonne direction pourront se voir tout autant sauvés que ceux qui auront fait les mêmes efforts dans la même direction depuis plus longtemps. Alors certaines des paraboles les plus célèbres du Nouveau Testament vont dans le même sens. Qu'il s'agisse de Marthe et Marie, du fils prodigue, du parfum de la prostituée, de l'onction à Béthanie, du figuier desséché, la leçon est la même. L'amour n'est pas une estime, il n'est pas une juste rétribution. Jésus dit à Marie, restée assise pour l'écouter pendant que sa sœur Marthe s'occupe à organiser la maison pour le recevoir, qu'elle a, ouvrez les guillemets, choisi la meilleure part. Fin de citation. Le père tue le veau gras pour le retour du fils cadet qui est parti et a dépensé tout son héritage, alors qu'il ne fait même plus attention à son fils aîné qui est resté et a aidé au champ. Comportement injuste et vécu comme tel, avec colère par le fils aîné. Le parfum précieux dont la prostituée couvre avec ses larmes et ses cheveux les pieds du Christ sera si bien reçu qu'elle sera sauvée. Un figuier se voit reprocher de ne pas porter des figues, bien que ce ne soit pas la saison. Le Christ le maudit et le dessèche du même geste. Rien de plus injuste que ce geste, à savoir que l'amour ou que la grâce. Or, la plupart des chansons populaires, c'est leur thème de loin majoritaire, sont des chansons d'amour. Une civilisation chrétienne qui pratique les chansons d'amour, quand elle ne pratique pas ou plus une religion d'amour, ne sera donc pas un terrain favorable pour une critique de l'injustice. L'amour est aveugle et injuste. Il n'a rien à voir avec le mérite, l'équilibre des dépenses et des recettes ou l'égalité des distributions. Chanter l'amour, ce sera donc toujours chanter l'injustice. Voilà sans doute une des raisons les plus profondes pour lesquelles nous n'avons pas trouvé de sentiment d'injustice dans les chansons populaires que nous avons pu analyser. En conclusion, la coexistence de deux sphères de discours également ordinaires et d'ampleur comparable, dont l'une ne mentionne même pas le sentiment d'injustice, à savoir la chanson populaire, tant que l'autre l'utilise couramment, les discours militants, sociologiques, médiatiques, et comme je l'ai rappelé d'entrée, un certain nombre de discours philosophiques, voire politiques, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc cette coexistence pose, il est vrai, un problème. Si nous acceptons l'idée, ce que je ferai ici, que nos catégories linguistiques construisent le monde plutôt qu'elles ne le reflètent. Devons-nous donc faire fond sur l'absence des mots de l'injustice dans la chanson populaire ou sur la présence des mots de l'injustice dans d'autres sphère du discours? La difficulté de la question vient de la ressemblance entre les mécanismes de la constitution d'affectivité par la chanson populaire et les mécanismes de la catégorisation par le langage ordinaire. Nous ne sommes pas libres en effet d'entendre ou de ne pas entendre, d'apprendre ou de ne pas apprendre les chansons que nos parents ou notre entourage nous chantent dans notre enfance et qui s'impriment sans difficulté ni résistance dans nos mémoires. Cet apprentissage est ainsi très comparable à celui de l'acquisition de la langue maternelle. Il est tout aussi structurant, non seulement au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif, car les chansons populaires, le plus souvent, cimentent des groupes sociaux. Le chant est rarement une activité solitaire. Comment donc trancher ce conflit de légitimité entre deux formes presque identiques de constitution de l'objectivité? L'une, par les scénarios de ce qu'on appelle aujourd'hui l'artialisation, ou construction de nos perceptions et de nos sentiments par des formes artistiques, comme le cinéma, la littérature ou la chanson populaire. L'autre, par les mots ou par les catégories du langage. Je tenterai, pour ne pas me dérober, la réponse suivante. L'histoire des langues montre que certains termes en viennent à disparaître lorsqu'ils se voient, par l'évolution des connaissances, des mœurs ou des mentalités, privés des scénarios ou des contextes nécessaires à leur apparition. Par exemple, certains termes ont aujourd'hui totalement disparu. L'éther, que j'ai évoqué tout à l'heure, les humeurs, ou encore le phlogistique. Tandis que d'autres termes sont en voie de disparition. Je pense que le mot âme, par exemple, est en voie de disparition. Le mot nègre est en voie de disparition. Peut-être un jour les mots purs ou impurs. Ou encore le mot mademoiselle. Terme sur lequel se cristallise aujourd'hui, à mon avis, à juste titre, d'assez vives réactions féministes. Qui disparaîtra, à mon avis, du langage ordinaire. Mon hypothèse, dans la droite ligne des analyses présentées ici, serait donc que le défaut de scénario, et surtout de mots, dans la chanson populaire, pour le sentiment d'injustice, pourrait être considéré comme un signe avant-coureur de la disparition ou de la quasi-disparition à terme des mots justes et injustes dans les sphères de discours où ils sont encore présents, une fois aperçue la dimension illusoire de ces catégories et le fait qu'elles ne constituent et ne dessinent pas grand-chose d'autre, même depuis longtemps, même avec noblesse,
que des prétextes à la violence. Contribuer à cette évolution serait de ce fait l'une des ambitions de la critique des sentiments moraux que je vous ai proposée aujourd'hui à travers celle du sentiment d'injustice. Je vous remercie de votre attention. Merci.